Et le problème, c'est comme Emmanuel Macron est chef de bande et non chef d'État, parce qu'il il a jamais pu sortir de son personnage, tu vois, il n'a jamais pu sortir du premier prix de comédie à 13 ans devant maman. Et donc aujourd'hui, il est sur scène toujours, hein, à l'âge qu'il a, et il se met en scène. Bonjour à tous, chers abonnés de notre chaîne YouTube Omerta. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez, les conditions en ce moment de travail sur les réseaux sociaux sont de plus en plus compliquées. Évidemment, nous traitons de sujets qui ne font pas plaisir au système. Et donc, pour nous soutenir, pour continuer à développer cette chaîne YouTube, à développer notre visibilité, il faut absolument que vous vous abonniez. Et je dirais qu'une bonne majorité d'entre vous qui nous regardez n'est pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Donc c'est très important de vous abonner, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et ça nous aide fortement pour continuer à développer notre travail. J'en profite d'ailleurs, puisque nous recevons aujourd'hui Pierre-Yves Rougeron. Bonjour camarade. Bonjour Charles. Ça va ? Président du Cercle Aristote, de vous abonner aussi dès maintenant, tant que vous y êtes, à la chaîne YouTube du Cercle Aristote. C'est aussi très utile pour Pierre-Yves et toute son équipe et c'est indispensable. Voilà, merci beaucoup. Pierre-Yves, comment ça va? Oh moi ça va. Je suis toujours content d'être chez les amis, donc tout va bien. Bon, Merci bien reçu. l'actualité bouge, comme d'habitude, j'allais dire. Se décompose. Là, tu sais, ça me rappelle cette vieille expression, tu sais, quand paysanne, on disait « s'il bouge, c'est les verts ». Et bien là, tu vois, là, si ça bouge, c'est les verts, vraiment. Alors, hier, Emmanuel Macron recevait Volodymyr Zelensky à Paris. Et comme d'habitude, on a eu droit, on va parler des annonces, mais dans la gestuelle et dans le comportement, à des embrassades, à des étreintes. Ma première question avant de passer sur le sujet de fond, c'est ce besoin de toucher, est-ce que c'est psychiatrique? Alors si tu veux, là, je peux pas statuer, mais j'ai de très bons copains qui en seraient tout à fait capables, qui eux sont médecins psychiatres de métier. Alors, tu vois, il y a quelque chose, tu sais, Macron, c'est un élève du Sciences Po de la fin des années 90, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est habitué à baver devant la diplomatie clintonienne. Or, William Clinton, qu'on appelle Bill Clinton par proximité, bon, il faut dire... c'est un homme dont on a à peu près tout su, hein, ce qui se passait sur le bureau, ce qui se passait dessous, enfin tout va bien. Donc on avait une certaine intimité avec lui, pour que la plébis... Oui, il partage. Voilà, il est dispendieux, il donne de sa personne. Donc, il en reste d'ailleurs parfois quelque part. Donc, il avait... Tu sais, cette fausse sympathie que les anglo-saxons ont de t'appeler par ton prénom, de te taper dans le dos, il en avait fait un système diplomatique et ça avait été dramatique. On ne se rappelle pas, par exemple, qu'il avait fait sur le conflit israélo-arabe qui l'a obsédé, et il avait chargé pourtant des gens remarquables, hein. Denis Ross, c'est un homme remarquable, par exemple de faire des dîners où tout le monde avait des kippas, tout le monde devait s'embrasser, etc. Et puis à un moment, les négociateurs palestiniens comme israéliens, je pense à Saeb Erekat par exemple, on dit « Eh oh, ça va, hein. Enfin, on est là pour bosser. Enfin, ce n'est pas parce qu'on va bien bouffer, qu'on va se faire un câlin et qu'on va tous porter un décorum qu'on va se sauter au cou. À un moment, il faut arrêter. » Et malheureusement, cette diplomatie démocrate qui a perverti tous nos codes diplomatiques, tu vois, qui a érigé la diplomatie, quand c'est bien fait, ce n'est pas nécessairement de l'hypocrisie. Ce n'est pas nécessairement de la mise en scène. C'est juste une retenue, parce que quand on est diplomate, et quand on est chef d'État, on ne s'appartient pas. Tu représentes un peuple, donc une unité pérenne dans l'histoire, tu ne t'appartiens plus, ton petit toit, ce que De Gaulle appelait ce minable petit tas de secrets, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est pour ça que les rois utilisaient le nous de majesté. C'est pour ça que De Gaulle disait « nous ». Il ne disait pas « nous » par rapport à ce qu'il appelait le pauvre Charles. Il disait « nous » par rapport à De Gaulle. C'est-à-dire celui qui n'appartient qu'aux siens,
qui ne s'appartient plus. Et le problème, c'est comme Emmanuel Macron est chef de bande et non chef d'État, parce qu'il n'a jamais pu sortir de son personnage, tu vois, il n'a jamais pu sortir du premier prix de comédie à 13 ans devant maman, donc aujourd'hui, il est sur scène toujours, hein, à l'âge qu'il a, et il se met en scène, c'est malaisant, tout le monde se fait des câlins dans tous les sens, alors que tu vois, quand tu es face à Zelensky, tu es face quand même à un homme dont les agissements, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ont conduit, par volonté ou par inadvertance, par filouterie, ou pire, ou par bêtise, à la mort d'au minimum 700 000 des siens. Donc, il n'y a peut-être pas de câlin à faire, il n'y a peut-être pas de sourire. À un moment, il faut reprendre un minimum de sérieux et de verticalité. Parce que cette légèreté qui fait qu'un État doit être géré comme une start-up d'open space, caméra café, c'est absolument imbuvable. Tu vois, tu prends ceux qui sont dans la tradition westphalienne. T'as déjà vu, tu vois Xi Jinping faire des câlins comme chez Michou à tout le monde? Moi, je l'ai vu en visite au Cambodge, il n'a pas fait de câlin au fils d'Hun Sen. Hein. Enfin, je ne me rappelle pas, ou du moins, alors après, les alcôves, on va éviter. Mais je ne me rappelle pas qu'au dernier sommet de l'ASEAN, ça ait tourné Embrassons-nous Folleville. Donc, une fois que les gens sont sérieux, on est dans cette retenue diplomatique parce que tu ne représentes pas que toi. Tu vois, que tu sois le mec super cool au bureau, j'ai envie de te dire, tout le monde s'en fout. Ça n'aide absolument pas. Les rapports personnels n'aident absolument pas les rapports diplomatiques. Et d'ailleurs, pour preuve, Donald Trump. Il est facile avec les gens, Trump? Pas tant que ça. Et on n'attend pas ça d'un chef d'État. On n'attend pas que ce soit un monstre qui dit « je vais t'égorger toutes les 3 minutes », parce que bon, ça va, le style Gengis Khan, c'est joli, mais on en a vite fait le tour. Mais, tu vois, ça n'a pas à être sirupeux, c'est pas du sucre, du miel et du beurre. Tu vois, en plus, Macron fait ça comme un courtier en assurance en beurrage d'oreilles. Non, c'est insupportable. Tu vois, c'est insupportable, c'est régressif. Et le pire, c'est qu'après tout ça, après tous ces câlins, il arrive pour dire, au fait, c'est la guerre, il y a du sang, il y a des morts, et à bout de ton pognon. Et on est Churchill ou on est Michou. Mais on n'est pas les deux. Mais il avait choisi Jupiter quand même dans son premier mandat. La figure à laquelle il se référait, c'était Jupiter. Comment on passe de Jupiter à quelqu'un qui... Comment on passe de Jupiter à Michou? Qui touche et qui se frotte. Non mais, oui, qui se frotte. Non, et puis surtout, alors tu te rappelles de Bruno Le Maire, je suis Hermès, je suis le messager de Jupiter. Oui, Hermès, c'est aussi le dieu des voleurs. Je dis ça, je dis rien. Mais, donc, juste une observation j'adore la mythologie grecque. Mais, ce qu'il faut... C'est vrai qu'ils sont, dans ce gouvernement, ils adorent la mythologie grecque aussi. Oui, leur mythologie, je ne sais pas, mais grec, c'est sûr. Donc, mais tu comprends que, tu sais, à un moment, quand tu n'es pas souverain, tu as tendance à faire de l'emphase verbale pour faire croire que tu existes encore. Alors qu'il faudrait peut-être faire l'inverse. Tu vois, quand tu es une colonie de l'histoire, parce que la France, pour l'instant, tant qu'elle n'est plus elle-même, elle est une colonie de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire lui passe dessus, peut-être qu'il faudrait moins en ramener. Tu vois, quand tu n'es pas capable d'arrêter les points de deal à Roubaix, voire même à 3 rues adjacentes de l'Élysée, peut-être que de vouloir la ramener sur le développement de l'Eurasie, sur la guerre en Ukraine, sur les guerres de prochaine génération, sincèrement, la ferme. Tu vois, parce que, tu sais, quand le verbe se fait cher en politique, on parle tout le temps des grands discours gaulliens. On oublie que De Gaulle, avant chaque grand discours historique, il masse des forces matérielles, militaires, économiques, et donc, il dit, voilà, j'ai mis le poing sur la table, je peux parler.
Tu vois, c'est comme dans une coupole, tu vois, c'est comme dans le parrain, tu vois, voilà ce que je pèse, et donc, je parle. Le mec, il allège le poids de la France, et il parle encore plus fort. Mais on a énormément de chance, Charles, que aucun chef d'État n'ait pris, pour l'instant, le parti d'un sommet pour lui faire une vraie humiliation dans la gueule. Trump a essayé. Trump a essayé 2 fois déjà, mais ça reste très gentil par rapport à ce qu'on est capable de lui faire. Ça reste très gentil. Pourquoi ? Parce que les mecs derrière lui, ils voient quand même la France. Dans l'état de convalescence où elle est. Donc à un moment, tu vois, quand tu n'es pas capable de faire autre chose que de te frotter, alors les références, Jupiter, etc., président philosophe, Brice Couturier, sincèrement, la ferme. Je vais te donner le contre-exemple parfait. Comme tu n'es plus souverain, sois dans la lignée d'Hollande. Tu vois, tu avais la lignée de Clovis, la voix capétienne, et maintenant tu as la voix hollandaise. Tu vois, scooter, petite pépé, fromage à pâte molle. Tu vois, reste là-dedans. Tu vois, Hollande, il la ramenait pas, déjà premièrement, parce qu'Hollande n'a pas les moyens de la ramener, à aucun moment. Donc, il faut rester dans la lignée d'Hollande. Tu vois, parce que vous avez fait de nous un pays qui peut être dirigé par François Hollande. Donc, évitez de trop la ramener, surtout maintenant. Tu vois, quand on avait Joe Biden, qui, était plus, accaparé par l'heure de visite de son infirmière que par autre chose, à la rigueur, ça pouvait passer. Mais face à Trump, face à Poutine, face à Xi Jinping, face à Modi, parce que là, tu as des mecs qui ont quand même... Xi Jinping, il a 5000 ans sous les gants. D'accord ? Toi, si tu veux, tu as fait le tour de 3 arrondissements parisiens dans ta vie. Lui, il est né en disgrâce chez les Princes Rouges. Son père torturé. Tu vois, Vladimir Poutine, il passe de espoir du KGB à chauffeur de taxi. Tu vois la chute ? Tu vois ? Donc, ils ont survécu à ça, ces mecs-là. Toi, tu as survécu à une soirée Pierre Palmade. Il passe du cours de théâtre à Rothschild à l'Élysée, quoi. Eh bien, attends, on a eu pire. Hein. Fulgurant. On a eu pire. Hein. Si tu veux, t'as la trajectoire d'Attal qui arrive derrière. Enfin, sincèrement, moi, c'est pour ça que on me dit, tu comprends pas, Pierre-Yves, t'es trop idéaliste, on peut pas remilitariser le corps social. Mais c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on n'a pas le choix. Vous vous rendez compte que vous allez mettre des armes capables d'annihiler toute vie sur Terre, ce qui est le cas de notre arsenal atomique, hein, c'est pas rien l'arsenal atomique de la France, dans les mains de gens qui n'ont aucune épaisseur face aux mecs qui sont en face d'eux. Mais c'est pas uniquement... C'est aux Français que vous faites prendre un risque, c'est au monde entier que vous faites prendre un risque. C'est vrai qu'Attal, c'est encore pire que Macron, je crois. Hein, d'un point de vue anthropologique, si tu veux, on descend encore. Si tu veux, c'est simple. Il veut, et d'ailleurs son dernier show, tu sais, qu'il a fait à Arras, au meeting de Renaissance le prouve, il veut être le fils d'un homme foncièrement infertile. Drôle de vocation. Étonnant. Tu vois, j'ai envie d'être le fils de l'eunuque. Psychanalytiquement, ça veut dire quelque chose. Ouais, le fils eunuque de l'eunuque, tu vois, c'est compliqué. Et comme quoi, il y a une transmission quand même. Ils sont capables de se reproduire. Oui, c'est le vadémécum qui est compliqué. Donc, mais tu comprends le problème ? Vous n'allez pas tenir. C'est même pas que les autres vous veulent du mal. C'est même pas ça. Xi Jinping ne vous veut pas de mal. Xi Jinping, il a 1,3 milliard de gens à faire bouffer le matin. Il n'a pas le temps de penser à vous. Il s'en fout. Le problème, c'est qu'il prend mécaniquement de la place. Tu vois ? Mais vous allez vous faire... Ils vont vous marcher dessus, ils vont même pas s'en rendre compte. C'est même pas par... tu vois, c'est que la puissance, c'est ça. Tu vois, la puissance ne reconnaît qu'une puissance adverse qui l'arrête. Vous respirez la puissance, les Merz, les Macron, les Sturmer ? Non, vous respirez même pas la loose, vous respirez la ruine. C'est-à-dire, les vrais chefs d'État vous fuient. Déjà, en plus, ils vous fuient par rapport à ce que vous êtes capable de faire contre vos propres peuples. Va expliquer à la Chine qui fait une centrale
tous les 6 mois que la France, mère de la technologie nucléaire, veut flinguer son propre nucléaire pour faire plaisir à Berlin. C'est comme si, vu de Pékin, la Chine flinguait son mix énergétique pour faire plaisir à New Delhi. Ou pire, à Tokyo. Tu vois, ils n'arriveraient même pas à le concevoir. Tu vois, qu'on leur dise, oui, si tu additionnes 27 faiblesses, tu vas obtenir une force. Enfin, je rappelle que les Chinois ont une école de mathématiques de plusieurs millénaires. Donc ils ne sont pas aussi cons que ça. Toi, tu crois que Macron est dans les cordes et qu'il regarde les trains passer, ou est-ce que tu crois qu'il est toujours actif et que finalement, il s'est même, étant rejeté par les Français, il a décidé d'accélérer l'agenda mondialiste et l'agenda européen? Il y a 2 degrés dans ta question. En politique intérieure, Macron est face à la machine qui l'a créée. Mais c'est une machine qui aujourd'hui est déréglée. Pourquoi ? Le pacte de corruption qui a créé la Macronie, je pense qu'aujourd'hui c'est à peu près su de tout le monde, ce pacte de corruption a perdu son grand ordonnateur, le jour où Pierre Berger est mort. Et Pierre Berger a réussi cette chose extraordinaire qui est qu'il était moins riche que tous les mecs à table, pour mémoire Niel, Pinault, Arnaud. Il était moins riche, lui était endetté, ce que les 3 autres, enfin, ce que au moins 2 des 3 ne sont pas, Pinault et Arnaud. Niel, sujet plus tendancieux. Plus compliqué. Plus compliqué. Et il a réussi, eux qui n'étaient pas moteurs dans cette affaire, ils ont fait ce qu'on fait aux cartes, je paye pour suivre. Il les a fait payer pour suivre, tu te rends compte ? Tu vois ? Quand il est mort, cette place à la table de belote n'a pas été prise. D'où, par exemple, je pense, certaines velléités de certains patrons français qui disent, comme il n'y a pas de parrain, il y a une place vacante. Pinault et Arnaud, ça n'a pas l'air de les intéresser tant que ça, la place de parrain. Tu sais, comme l'a été Claude Bébéar à une époque, comme l'a été Pierre Berger ensuite, etc. Comme l'a été Ambroise Roux, qui est un homme qui a quand même détruit le système télécom français. Hein. Pas n'importe quoi comme ennemi de la France, Ambroise Roux. Hein. Et tu vois, je pense qu'une partie des velléités de quelqu'un comme Vincent Bolloré est liée à ça. C'est-à-dire, il y a une place vacante. Je ne pourrais peut-être pas y prétendre parce qu'il n'a pas tout à fait le niveau de fortune, au moins de 2 des 3. Mais la place d'ordonnateur n'est toujours pas prise. Alors pourquoi pas lui ? D'ailleurs, pourquoi pas lui ? Je pense qu'une partie de son activisme est peut-être liée à ça. Je ne dis pas que j'en suis sûr, je dis que c'est une possibilité. Or, cette machine est déréglée. Parce que justement, il n'y a plus un mec pour dire « stop ». Mais néanmoins, la machine veut survivre, tu comprends ? Et la peur qu'ils ont de Macron, c'est que Macron détruise la machine à faire des traîtres. C'est pour ça que, moi je veux dire, ça fait des mois que je l'explique, il y a deux lignes en Macronie aujourd'hui. Il y a la ligne du président, qui est de faire advenir un gouvernement front aussi vite que possible pour pouvoir les griller. Et il y a les autres qui surtout pas, parce qu'on sait qu'il ne faut pas faire ce que les démocrates ont fait avec Trump. Il ne faut pas jouer, parce que sinon, ça va nous enterrer. Tu vois, c'est l'exemple Trump, ou pour ceux qui ont un peu plus de mémoire historique, c'est l'exemple de la révolution russe. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 révolutions russes. On laisse faire la première, et après, tu sais où ça commence, tu ne sais pas où ça finit. Et donc, Macron, lui, qui voudrait une politique de terre brûlée, parce que lui, de toute façon, il peut jouer 2032, il a l'âge. Tu crois qu'il veut se venger pour ensuite revenir ? Je pense qu'il sait que son seul moyen de revenir est de renverser la table et de faire une vraie politique de terre brûlée sans survivants. D'où le fait qu'il pousse encore Attal. Parce que Attal, aujourd'hui, n'a pas d'espace, on est d'accord. Il est entre Glucksmann et Philippe. Entre Glucksmann et Philippe, il n'y a pas d'espace. L'un a besoin du centre... Les deux ont besoin du centre droit. Les deux. Les deux ont besoin du centre droit. Là, tu dis que Macron a perdu une partie de ses soutiens, qui considère qu'il est devenu, en gros, incontrôlable et qu'il les mène dans le mur. Nuisible. Mais il veut quand même revenir. Est-ce qu'il peut espérer revenir en 2032
quelque part sans ou contre c'est pas la réalité une partie qui compte, des gens qui l'ont... À ce niveau-là, c'est pas la réalité qui compte, c'est la manière dont un esprit malade l'apprend. Donc on revient à la psychiatrie quasiment. Là. Alors, il y croit encore. Le peu que nous avons de données venant du château, vu qu'il a viré tout le monde, donc des données on en a moins, nous fait dire qu'il en parle, il y pense. Alors ensuite, toujours dans l'optique où il n'aurait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire être promu à un grade supérieur hors mondialiste, qui pour lui ne peut être que la présidence de la Commission européenne. Commissaire seul, j'y crois pas parce que ça va pas durer longtemps. Je veux dire, même s'il sait être servile, hein, Macron, hein. Donc il peut être obéissant, mais compliqué. Ensuite, là, pour le coup, s'il arrive à la place de la Hyène, alors là, terminus, tout le monde descend. Là, je vais dire, là, tu vas voir... Tu crois qu'il serait pire que Van der Leyen, d'ailleurs? Est-ce qu'il peut faire pire que Van der Leyen? Tout simplement parce que lui, si tu veux, il est capable... Van der Leyen, elle est ce qu'elle est, mais elle sert les intérêts allemands. Macron, il est capable d'offrir la France en pâture à ces gens. Parce que lui, il a sa patrie de substitution. Il peut tous nous tuer. Tu sais, c'est pour ça que je déteste tellement la xénocratie. Parce qu'il n'y a pas de régime plus meurtrier. C'est un régime colonial. Que sont les gens dans un régime colonial à tes yeux? C'est des graviers sous tes chaussures. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas les tiens. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est vrai que Van der Leyen, il y a quand même une histoire familiale, il y a une culture quand même, il y a un lien avec l'Allemagne. Macron, on a l'impression qu'on l'a déraciné, quoi. C'est un type qui se balade au Brésil, prend des gamins dans les bras, il danse, enfin alors, si tu veux, compliqué. et puis surtout, il a une haine construite de la France. Quand tu dis d'un peuple qui est théoriquement le tien, qu'il n'a pas de culture, il faut bien entendre ce que ça veut dire. Et pour que tout le monde se mette à niveau, je me pointe n'importe où, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. J'arrive et je dis aux gens, vous n'avez pas de culture. Vous allez réagir comment? Vous allez réagir parce que vous vous sentez menacé. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que vous n'avez pas de culture, donc si vous n'avez pas de culture, en réalité, vous êtes une humanité de second rang, et donc je peux faire ce que je veux de vous, et je vais vous donner la vraie culture qui est la mienne. Et celui qui n'est pas content, je lui pète les dents. Tu vois le problème? C'est un raisonnement ethnocidaire quand tu dis à quelqu'un qu'il n'a pas de culture. Parce que s'il n'a pas de culture, il n'a pas de rapport au monde. C'est pas réellement un être humain, en fait. C'est, comme disait Maïmonide, un animal muet. Bon. Eh ben, si c'est un animal muet, tu sais, c'est la controverse c'est les controverses qu'ont traversé notre histoire. Est-ce que les esclaves ont une âme ou pas? Ben là, c'est pareil. Est-ce que les Français ont une âme ou pas? Et s'ils n'ont pas d'âme? Et d'ailleurs, Macron, tu penses qu'un homme qui a un sens minimum de la fraternité nationale multiplierait, pour faire plaisir à Berlin, des factures d'électricité, sachant que derrière, tu as des boulangers qui vont se pendre dans leur fournil? Quand tu as une petite conscience de ce que c'est que d'être français, le fait de savoir qu'un de tes compatriotes qui te nourrit, qui est agriculteur, va, aujourd'hui ou demain, vu que ça arrive tous les 2 jours, avaler une part de son stock de produits phytosanitaires pour crever. Ça doit te faire quelque chose quand tu regardes ton assiette. Minimum, minimorum. Lui, 0. Et d'ailleurs, il a été en partie sélectionné pour ça. C'est qu'il a des traits... j'entrerai pas dans le détail, mais je pense que ça a été quand même lourdement étudié, entre autres par Dany Robert Dufour. Bon, il a des traits sociopathiques de plus en plus évidents, mais en plus, il les intellectualise. Comme on dit à l'ENA, résume-moi l'histoire de France en 2 mots, collaboration, colonisation. Une fois que tu as ça, et une fois que tu as ta patrie européenne de substitution, ce que tout le monde a, de l'extrême gauche à l'extrême droite, eh bien, tu as un rapport colonial à ton peuple. Et comme tu as un rapport colonial, qui en a à foutre des Algériens dans Pépé le Moko? D'ailleurs, une petite incise, Charles. Quand tu vois le cinéma de la caste, intéressant,
vu de loin. Moi, je ne paye pas pour voir... non, non, non. Le sadomasochisme, si on veut, mais quand même. Hein. Comme dirait Pierre Palmade, il faut savoir raison garder. Donc, quand tu vois le cinéma merdique sur lequel la caste se touche, tu as remarqué que les Français sont de plus en plus des ombres. Ça a commencé avec Amélie Poulain. Tiens, les Français sont des ombres pour touristes. Exactement comme les Algériens dans Pépé le Moko. Exactement comme les indigènes dans le cinéma colonial. Nous devenons les ombres de notre pays. Et donc, nous, on peut tout nous faire. On peut nous jeter les racailles dans la gueule. On peut tuer nos enfants. On peut tuer Lola sans que ça ait de gros problèmes. On a pu tuer Thomas. On a pu tuer Philippine. C'est normal. Tout est logique dans le rapport qu'ils ont à nous. Parce que eux, leur vraie patrie, elle est ailleurs. Mais par cynisme politique, il aurait pu faire un certain nombre de coups qui auraient parlé aux Français, qui auraient certainement marché. Quand on parle des viols par des OQTF, il aurait pu annoncer la castration chimique. Quand il parle de réarmer la France, de faire monter en puissance l'armée française, il aurait pu recréer des régiments parachutistes supprimés par Chirac. Il aurait fait des coups qui auraient marqué. On a l'impression qu'il sacrifie l'avenir du peuple français et son avenir politique sur l'autel du mondialisme. Alors, il y a un nihilisme profond chez ce type-là, mais qui en fait est systémique. Parce que là, tu vois, tu as la situation franco-française. Mais si tu vois, si on change de focale, il est très très difficile de raisonner sur des masses qui ont cette taille. Mais tu vois, je pense que tu as toute une partie de ce que l'historien hollandais, remarquable d'ailleurs, hein, Van der Pige, appelle la classe transatlantique. Une partie de cette classe, je pense, d'ailleurs il suffit de lire le New York Times, le Financial Times ou Washington Post, parce que c'est quand même là où on apprend les infos les plus croustillantes, résonne encore dans ce que Yellen, ancienne patronne de la FEN, appelait la mondialisation between friends. C'est-à-dire, il faut maintenir le mondialisme en rétractation, coûte que coûte, le temps que les barbares, donc la Chine, l'Inde et la Russie, se cassent la gueule. Alors déjà, comme dirait l'autre, c'est comme laver le nord de Dominique Strauss-Kahn, hein, c'est un chantier, il va falloir frotter, Martine. Mais pourquoi pas Mais tu vois, tu as ce réflexe obsidional, c'est-à-dire que, et là tu vois monsieur, tu sais le faux noble, là, celui qui a un nom de canasson, Galuzzo de Villepin, l'a encore dit, toute l'Europe risque, c'est là où de Villepin nous fait une belle promotion européiste et anti-française, il a mis longtemps à la cracher Savalda, hein. Donc, parce qu'ils pensent qu'ils sont la civilisation assiégée par les barbares et que nous sommes les ambassadeurs des barbares. Et qu'on va détruire leur belle démocratie libérale qui a fait ces summums de l'humanité que sont Barroso, Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit. Tout ce que le monde entier nous envie, bien sûr. Donc, tu vois, c'est un système, il n'y a pas de meilleure expression que ça. C'est une pensée de bunker. Ils ne peuvent plus reculer. Et ils se disent, aujourd'hui, ça tient. Tu sais, c'est cette phrase débile de Mathieu Kastoavit dans La haine, la société qui tombe. Jusqu'ici, tout va bien. Eh bien, ils sont là-dedans. Jusqu'ici, tout va bien. Et leur seul espoir, c'est de tenter de renverser la table. D'où, par exemple, le fait qu'une partie des leurs, côté américain, maintient des fantasmes de guerre civile qu'ils sont sûrs de perdre. Mais on a les mêmes ici, Charles. Et d'ailleurs, moi, ça m'a décontenancé. Ça me décontenancera plus. Mais quand je vois des gens d'extrême gauche qui veulent la guerre civile, ou d'extrême centre qui veulent la guerre civile alors qu'ils vont être entre nous et Mokhtar, et que le seul point commun qu'on a avec Mokhtar, c'est de ne pas pouvoir les blairer. Donc, de toutes les manières, vous n'allez pas voir la fin du film, si ça se passe mal.
Et nous, parce que nous sommes nationalistes, nous voulons éviter tout ça. Parce que nous, on aime les nôtres. Vous avez de la chance de l'avoir, Père Trump. Parce que Père Trump, il réagit comme ça. Avec tout son côté tralala, etc. Oui, d'accord. Mais il réagit comme un nationaliste. Il épargne le sang des siens. On peut le critiquer, il n'y a pas aucun problème, je m'en fous, je ne suis pas américain. Mais il a une obsession d'épargner le sang des boys. Et nous, on veut épargner le sang des nôtres comme on voulait épargner le sang des autres. Moi, ça ne me fait pas plaisir qu'il y ait 1 million de bons hommes au tapis en Ukraine. Hein. Mais quelqu'un qui est capable de faire tuer 1 million de gens pour un projet idéologique foireux, parce que l'européisme, c'est foireux, point. Il est capable de tous nous faire tuer. Ils sont capables de tous nous faire tuer. Ils ont pété les plombs. Tout simplement parce que le mondialisme ne marche pas. Ne marche pas et ne marchera plus, c'est fini. Quand tu es président de la République, tu as un ego, c'est normal, heureusement. Heureusement, oui. Tu veux rester dans l'histoire, tu es à ton 2e mandat comme lui. Tu peux, je dirais, à la limite, le premier mandat, tu n'es pas très courageux, tu veux être réélu. Le 2e mandat, tu peux marquer l'histoire, tu peux rester dans l'histoire. En plus, avec Hollande et Sarkozy, c'est pas très dur. Et lui, mais il va il se fait harakiri. Mais non, il va le faire, Charles. Et tu sais comment il va le faire? Il va le faire en donnant la force de frappe à Poboche, en donnant le siège au Conseil de sécurité. Il va le faire en étant quelque chose à mi-chemin entre Zizi de Fernandel et Pierre Laval. Voilà, c'est-à-dire voilà, c'est aussi simple que ça. Non, mais avec ça, tu as une reconnaissance, tu as une médaille mondialiste, mais tu n'as pas la reconnaissance de ton peuple. Tu l'as vu à New York. Tu n'as pas l'histoire de France. Tu l'as vu, Charles? Tu l'as vu à New York? Habillé en pingouin, tu avais un des mecs de... Alors, pardonnez-moi, le baseball... moi, j'ai joué à la tech, donc le baseball, c'est pas mon truc. T'avais l'un des lourds du baseball américain qui était là, on lui dit « Ah, vous êtes là pour Macron ?» Il dit « Who ?» Non, il répond « Je suis là pour la bouffe et pour croiser telle star de cinéma. » Et donc, tout New York s'est foutu de sa gueule parce qu'il a reçu un prix, je crois, de l'Atlantic Council. Pauvre type. Mais pauvre type, ils se sont foutus de toi. Le pire, c'est qu'ils se foutent de lui ouvertement. Il parle un anglais d'aéroport absolument insupportable. Je lui demande pas d'être Nigel Farage, mais quand même, tu vois, c'est pas totalement impossible de parler un joli anglais. Or, et tu vois, ça se voit qu'il est content d'être là. En réalité, il est content d'en être. Il est content d'être juste Leblanc. Tu vois, il est content d'être Jacques Villeray dans le dîner de cons. Tu vois, il est content. Tu vois, il la veut, sa médaille. Et nous, comme nous, on est des ombres, qui va lui en vouloir de piétiner les ombres. Tu vois, tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est l'un des problèmes d'être nationaliste en France. C'est que, tu sais, tu as 2 types de nationalisme. Tu as le nationalisme des petites patries, c'est-à-dire les patries qui sont toujours en danger. Nos camarades balkaniques, serbes, croates ou autres, connaissent bien ça. Tu sais, un jour, j'avais croisé le chef des souverainistes croates, un mec remarquable. Alors il m'a fait rire parce que de physique, il a l'air d'être un père de famille du Middle West. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous vous rendez compte que l'Allemagne a fait de notre pays un dépotoir d'immigrés? C'était après la crise des migrants. Mais vous vous rendez compte, nous, notre seule richesse, c'est nos îles. On est 200 000 Croates dans nos îles. Si l'Allemagne le veut, elle fait venir 300 000 Syriens, 500 000 Afghans, et nous, c'est fini. Il a un peu plombé ma journée ce jour-là, mais un mec remarquable. Mais tu vois, ça c'est la patrie qui est toujours en danger, parce qu'elle est petite, fragile. Et tu as le nationalisme des grandes nations. C'est la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Et parfois, ce nationalisme-là est dur à porter. Parce que tu te dis, un pays qui a fait tellement de choses, il n'a pas besoin de moi. Moi, on est peu de choses face à l'histoire de France. On est très peu de choses. Moi, tu vois, je travaille sur la chevalerie gaulienne, sur les Pierre Massey, les mecs comme ça. On est peu de choses face à ces mecs-là. Marcel Boiteux, on est peu de choses face à Marcel Boiteux. Face à Arwan Bigot, on est peu de choses face à ces types-là.
face à Sanguinetti, face à Mesmer. On est peu de choses face à Pierre Mesmer. Donc tu vois, c'est parfois compliqué d'être nationaliste français parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire face à un pays qui a eu des malheurs tellement exemplaires. Tu vois ce que je veux dire? Alors que d'être un nationalisme européen, c'est pas difficile. C'est pas difficile, ça n'existe pas. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est faire du schmittéisme pour abrutis, c'est-à-dire de t'inventer des ennemis imaginaires, et coup de bol, tu as toute la doctrine pour ce faire. Vu que le terme Europe, dans la pensée germanique, équivaut au terme de Commonwealth pour un anglo-saxon, eh ben tu prends les ennemis de la grosse Europa. C'est qui les ennemis de la grosse Europa? Le sang impur des Slaves. Ces gens qui sont indignes. Indignes de quoi? Dans les buts de guerre de l'Allemagne impériale, qui fait la Première Guerre mondiale. Hein. Indignes des plaines d'Ukraine. Et une pièce de plus dans le jukebox. Et à la fin, je te le dis tout de suite, ça terminera par quoi? Un européisme qui aura, comme tout suprémacisme, tué les siens. Parce qu'à la fin, ça fera des Européens morts. Alors que moi qui suis nationaliste et pas européen, moi je ne tue pas d'Européens. Et mes solutions ne tuent pas d'Européens. Là, l'européisme a fait... C'est pas la première guerre de l'européisme. Je te rappelle que l'européisme a mis le feu aux Balkans, 300 000 morts. Hein. Là, ça y est, là, ils vont taper le million. Alors que les nationalistes allemands, d'ailleurs, de l'AfD, eux, sont beaucoup plus réservés sur la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que c'est vraiment les fédéralistes européens qui poussent à la guerre. Alors, et les nationalistes qui sont au contraire plus prudents. C'est eux l'avantage, si tu veux, des authentiques nationalismes. Tu vois, comme le disait très bien mon ami le philosophe israélien Yoram Hazony, le nazisme n'est pas un nationalisme. D'ailleurs, il suffit de le connaître doctrinalement pour le savoir. Mais l'avantage des nationalistes, c'est que tu as perdu des copains, j'ai perdu des copains. On sait ce que c'est de perdre les copains. Tu as une légitimité à défendre ta terre parce que j'ai une légitimité à défendre la mienne. Tu vois, nous sommes des hommes miroirs. Alors, on peut se foutre sur la gueule, et quand on se fout sur la gueule, on se fout violemment. Mais on est capable de se comprendre. Si tu veux, le problème de toute pensée impériale, c'est que c'est une pensée inégalitaire stricte. Tu n'as pas le droit moral de t'opposer à moi. Je te suis intrinsèquement supérieur moralement, et d'ailleurs, c'est ton intérêt d'être à mes pieds. Tu vois, c'est un peu le djihadiste qui dit, mais pourquoi tu veux pas? Quand je te tue, je sauve mon âme, je sauve la tienne. Pourquoi s'en priver? Ben là, c'est pareil. Ces gens-là ne conçoivent même pas qu'on s'oppose à eux, alors qu'ils sont en train de prendre avec la peau des autres, parce que c'est la peau des autres. Tu vois, la rigueur qui... Moi, si tu veux, j'aurais rêvé qu'ils y aillent, hein, les Quatre-Mers, les Guénolé, les machins, etc., les généraux de plateau, mais allez-y en première ligne. Vous voulez vous taper, vous voulez to bleed Russians, c'est ça que vous voulez? Faire saigner du russe? Allez-y. Par contre, vous allez y laisser 2-3 gouttes, les mecs. Toi, tu y as été. Hein. Eux, ils y vont pas. Tu vois, ils commandent ça depuis Paris, ou depuis la Seine-Saint-Denis, dans les locaux de TF1. Ce qui, quand même, t'es un peu loin pour te prendre un drone russe sur le coin de la gueule. Donc, tu vois, tout ça va avec la mentalité impérialiste. Parce que la mentalité impérialiste, c'est ça. Tu n'as pas le droit moral de t'opposer à moi, et je peux tout te faire. Je suis du côté choisi. Par Dieu, par le progrès, par machin, par la race, peu importe. J'ai été choisi, pas toi. Je parle, tu plies. Les nationalistes reposent sur un critère très égalitaire. T'as une terre, j'en ai une. T'as des enfants, j'en ai. T'as des tombes à défendre, j'en ai. C'est des types d'hommes. C'est des types d'hommes. Maudit Xi Jinping, ils ne peuvent pas se sentir d'un point de vue de puissance. Mais ils se comprennent comme types d'hommes. Il y a des conflits d'intérêts, il n'y a pas de volonté idéologique, il n'y a pas de projet idéologique. Le projet idéologique fait monter, si tu veux, non pas ce que j'appellerais une haine normale quand tu es en guerre, parce que on ne fait pas la guerre sans haine.
D'ailleurs, Rommel n'écrit ce livre que pour se blanchir. Hein. Donc, mais on reste dans quelque chose qui est attrait au temps de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es quelqu'un parce qu'il se refuse à toi. Tu comprends? Tu vois, tu es quelqu'un juste parce qu'il se refuse à toi. Et ça, tu vois, quand ils se radicalisent, les Macron, les Merz, etc., enfin, tu te rends compte qu'un Premier ministre belge a dit qu'il allait railler Moscou de la carte. Moscou, c'est combien, rappelle-moi, 8, 10 millions d'habitants? On est d'accord? 12 millions, 12 sur millions d'habitants. l'agglomération. Ouais. D'accord? Donc, parce que tu balances une arme atomique sur Moscou. Ok, d'accord. Alors déjà, tu es la Belgique, donc je vois pas en quoi tu es concerné. Enfin, je suis désolé. Quand tu vois l'état de la Belgique... Non, et puis voilà, occupe-toi de ton émirat Marlborough à Molenbeek, et après on en reparlera. Puis pardonne-moi, comme arme à larguer, t'as quoi? Je te rappelle qu'Annie Cordy est morte. Donc, tu parles de quoi, là? Et le pire, c'est qu'en disant ça, tu menaces 12 millions de civils. Et au nom des droits de l'homme, en plus. Mais t'es qui, toi? Macron et les européistes ont peut-être peur que les esclaves, nous, se révoltent. Est-ce que tu ne penses pas? Et est-ce que tu sens la montée, d'ailleurs, parce que tu es dans les activités du Cercle Aristote, est-ce que tu sens chez des gens qui étaient un peu éloignés et qui n'étaient pas très politisés, est-ce que tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui monte? Ah mais, si tu veux, moi, il y a un phénomène qui m'a toujours, si tu veux, impressionné. C'est les gens qui me faisaient des leçons morales il y a 10 ans, et qui viennent m'expliquer ce que je leur ai expliqué, en me disant « T'avais pas vu ça, cher. » Non, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Parce que là, il faut toujours bien le prendre, parce que sinon... puis tu sais, il n'y a pas de droit d'auteur sur les idées. Hein. Mais, tu vois, quand tu vois des gens aujourd'hui, y compris des saltimbanques qui peuvent nous énerver, mais se poser des questions à haute voix, bah, tu te dis, ça chemine. Il y a, si tu veux, comme disaient les marxistes, creuse vieille taupe. Creuse vieille taupe. La vieille taupe est en train de creuser. Mais, tu vois, c'est ça qui m'effraie, c'est qu'en creusant, tu as un peuple qui prend patiemment reconscience de lui-même et de son pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont brisé les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, comme avant-garde, faisaient comprendre aux Français qu'ils avaient encore un pouvoir. D'où le fait qu'il fallait avoir aucune pitié pour eux. Le problème, c'est que ça isole, c'est que la caste s'auto-isole dans le bunker. Et qu'elle est capable de faire des actes définitifs. Comment allons-nous parler d'un nouvel ordre de sécurité continentale une fois que des soldats français, le meilleur de ce que notre pays est capable de produire, se sera fait tuer? Pourquoi? Pour Zelensky. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de saigner la France économiquement pour faire saigner du soldat russe? Nous ne reprendrons jamais les rapports certainement jamais les rapports qu'on avait avec les Russes à cause de ça. Parce que les Russes aussi, ils vont compter leurs morts. Hein. Je veux dire, les Russes, ils n'ont pas un nombre de morts, ils n'ont pas un nombre de morts ridicule. Ils savent faire la guerre, donc ils ont moins de morts que les Ukrainiens. Mais la Russie aussi pleurera ses morts. Et ce seront des morts pour rien, Charles. C'est terrible, des morts pour rien. Comment vont-ils regarder les pays qui ont poussé à la roue pour qu'eux, ils reçoivent des tombes gratos? Parce que là, aujourd'hui, mis à part faire saigner du russe, il n'y a plus de but stratégique. Comment la population russe va le prendre? C'est-à-dire que vous avez détruit votre industrie, endetté votre pays, massacré vos forces armées, tuméfié votre population civile, juste pour nous enlever nos fils. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Enfin, tout ça pour ça. Alors certes, je pense qu'il y a quand même un côté raisonnable chez une partie de Russes où ils sentent que le français de base est... Vous savez, la russophobie populaire, ça n'a jamais pris en France. Et ça ne prendra pas. C'est comme la sinophobie, ça ne prendra jamais. Il y a des gens que les Français n'aiment pas.
On le voit d'ailleurs. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Mm. Mais, pas faute d'essayer. Mais tu vois, ça va laisser des plaies gigantesques. On se rend compte de ce qui est arrivé. Je veux dire, et le pire, c'est que là, ils sont obligés de continuer, Charles. Parce que quand tu ouvriras la boîte noire de l'Ukraine, mais tout ce qui reste du système peut le prendre dans la gueule. Ils peuvent... Tu sais, au début, je me suis dit, si ça termine en 2022, après qu'ils aient pris la première branlée, ils vont nous faire comme la Syrie, tu te rappelles? Attention, 3, 2, 1, plus de son, plus d'image. Tu te rappelles? Du jour au lendemain, et on a reparlé de la Syrie 10 ans plus tard. Avec l'Ukraine, ça aurait été gros. Mais on ne sait jamais, tu sais, comme disait Sylvestre dans Les Guignols, vous savez, on peut savater Mère Teresa. On y mettrait du temps et du pognon, mais on peut le faire. Là, après ça s'enterre pas, ça. 1 million de morts à 3 heures de Paris. Ça s'enterre pas. C'est une façon aussi pour eux de rebondir. On a l'impression que dans la tête de Macron, il peut se lever un matin et décider d'envoyer des soldats. Bien sûr. Pour son ego personnel, pour son destin européen. Et tu sais ce que c'est possible. Tu sais ce que c'est, ça? C'est, et sans réduction ad Hitlerum, mais ça, c'était ce que pensaient les hiérarques de la collaboration. Comme les Allemands tiennent tout, on va leur prouver, en allant au-devant de leur folie, que nous, on a encore ça de marge de manœuvre. Tout Vichy pensait pas comme ça. Hein. Une partie de Vichy pensait autre chose. Mais les durs de la collaboration, c'est ce qu'ils pensaient. On va être plus allemand que les Allemands. Là, Macron, ce qu'il veut, c'est oui, si, je suis chef. Je vais vous le prouver en faisant une grosse connerie. Et si j'arrive à la faire, ça veut dire que je suis vraiment chef. Hein. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Tu te rends compte, mais là, ça veut dire que coffrez-le, quoi. Il cherche avant d'être totalement démonétisé, il cherche la reconnaissance pour qu'on lui propose autre chose. Tu sais, c'est ce que, quand il a été, tu sais, le jour où il est élu, vidéo à l'appui, je fais un communiqué simple, les conditions de son élection justifient par avance tout ce qui sera entrepris contre lui à l'avenir. Point. Communiqué lors de sa réélection, il arrive dans le temps des actes définitifs. Et en réalité, la totalité de la classe mondialiste va faire ça. Alors je sais que je l'ai déjà expliqué, je l'ai même déjà expliqué chez toi, tu me pardonneras d'y revenir, mais je pense que ça doit être compris. On a tous croisé une fois dans notre vie des sales types. C'est le genre de mec qui tabasse une nana, tu seras toujours moins belle avec un autre. On a tous croisé ce genre de sale type. Pas verbalisé, parce que la police de YouTube est raide. Et tu as une partie de la classe mondialiste qui est en train de réagir comme ça. Les peuples occidentaux n'ont pas été à la hauteur de notre révolution. Eh bien, vous allez le payer. On va vous le faire payer. Tu vois, ils vont nous balafrer. Comme le sale type balafre sa copine. Tu vois, c'est ce que font de petits ados cruels à qui leurs jouets refusent de marcher. Ils le cassent. Le problème, c'est que pour nous, tout ceci n'était pas un jeu. Tu sais, c'est... Le seul moyen de rendre des gens adultes, c'est de leur faire comprendre physiquement que le monde peut mal tourner. Moi, c'est pour ça que je suis pour une remilitarisation des... C'est pas que je sois particulièrement belliciste, mais je veux que ces mecs-là, je veux que Nikola Tenzer sache qu'il ne court pas plus vite qu'un canon de 20 mm. C'est pas vrai. Tu sais, pour eux, la guerre, c'est Call of Duty. Je veux que ces gens-là sachent qu'une balle, c'est 360 mètres secondes. Je veux qu'ils le sachent par cœur. Pas du tout pour leur faire quelconque mal. Mais leur ignorance fait du mal aux autres. Tu sais, ils ont ce virtualisme, comme disait Philippe Grasset, grand penseur des relations internationales, injustement méconnu. Ce virtualisme doit s'arrêter, Charles. Parce que sinon, nous, on va arriver Call of Duty, et un jour, on ne va pas tomber sur Poutine, on ne va pas tomber sur Xi Jinping, qui sont les générations des vieux calmes. On va tomber sur les mecs qui vont leur succéder, qui vont dire, écoute, j'étais dans l'ombre du vieux pendant 20 ans, vous l'avez emmerdé pendant 20 ans,
Et moi, je vais vous faire sauter les dents. Parce que je ne dis pas que ce n'est pas injuste. Je dis que ça soulage. Tu sais, on pourrait très bien, alors je sais que c'est une hypothèse minoritaire, mais la sécurité, c'est des hypothèses minoritaires, Charles. On pourrait très bien, à un moment, excéder les puissances émergentes et à un moment se prendre un vrai coup avec des vrais soldats français tués, ou des vrais soldats britanniques, ou des vrais soldats espagnols, ou des vrais soldats italiens. Tu vois, à un moment, il faut stopper. Tu vois, c'est nous qui avons quitté la réalité pour le virtualisme, c'est à nous de nous réémigrer. C'est peut-être la première vraie réémigration à faire. Se réémigrer tous dans le réel. Parce que sinon, ces mecs-là, ils y sont encore. Alors je ne te dis pas qu'ils y seront toujours. Peut-être que la génération de Chinois, de dirigeants chinois après Xi Jinping sera aussi puant que nous. Si c'est le cas, la Chine pourrira par ses élites, comme ça lui arrive à intervalles réguliers. Mais ça les regarde. Pour l'instant, ils ont gagné leur puissance et ils sont très réglo et très réalistes. Pour l'instant, l'homme malade du monde, c'est nous. Qu'est-ce qu'on peut lire On sait que tu es éditeur aussi. Quels sont les là, ouvrages là, que tu conseilles là, en ce moment vous savez, et comment les trouver? Alors, cerclearistote.fr. Alors évidemment, vous avez également toutes les plateformes. Hein, mais cerclearistote.fr si vous voulez nous aider. Ça va être le début des coffrets de Noël. Donc là, par exemple, on a énormément de nouveautés. Hein. Tu sais, j'ai la philosophie de la guerre à travers Thucydide d'Olivier Battistini. Là, on va faire quelque chose sur le massacre du Maïdan par un universitaire ukrainien préfacé par Jacques Sapir. Je sors 13 bouquins. On a des jeunes pousses comme Sabrina Kider sur la géopolitique de l'eau, ou un jeune écrivain patriote, Julien Autiero, qui a fait quelque chose sur la symbolique des chemins de Compostelle et leur symbolique française. Tu vois, j'ai des études sur Girard, sur Ortega y Gasset. J'ai un roman drôle comme tout qui s'appelle Potion magique, qui est un roman sur les entrepreneurs d'identité, tu vois, ceux qui vendent aux gamins d'être des trans, qui vendent aux dealers de porte cochère de devenir un descendant de Saladin, aux mecs frustrés sur YouPorn de lui rappeler qu'il vient de chez Odin. Enfin, tu vois, et en réalité, c'est un roman un peu pour se foutre de la gueule de tous les entrepreneurs en identité qui avant tout disent « t'as beaucoup souffert, amène le pognon ». Et donc si tu veux, une sociologie des médias à travers Médiacratie, une sociologie de la délinquance à travers les émeutes de l'envie, une sociologie de la gauche actuelle à travers la dictature des oppressions systémiques, qui est un autre bouquin que je sors. Enfin, vous avez tout ça sur cerclearistote.fr. On peut commander en ligne? On peut bien sûr commander en ligne, et ceux qui ne font confiance qu'à la main manuelle de l'homme, comme disait Benjamin Griveaux, peuvent venir le 13 décembre. Tous les amis d'Omerta sont les bienvenus au salon du livre alternatif que j'organise, 10 rue Croix des Petits Champs, avec plusieurs éditeurs et médias nationaux, de midi à 20h, 10 rue Croix des Petits Champs, 13 décembre. Et au passage, la veille, donc quoi, c'est-à-dire on n'arrête pas de bosser, vous aurez une grande conférence d'Idriss Aberkane à Paris, donc ce qui est organisé par nos soins aussi, comme toutes les conférences du lundi du Cercle Aristote à 20h. Comme quoi, si tu veux, nous avons ce point commun, mon cher Charles, c'est que comme disait Céline, les autres foutent rien, mais nous on bosse. Merci Pierre-Yves pour cet entretien. Merci à nos amis, merci à toi. Vous retrouvez le lien du Cercle Aristote en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Aristote et à la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous dis à très bientôt.